Bienvenue dans l'événement du dimanche LCI, ravi de vous retrouver. Bonjour Éric Zemmour, Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Président du parti Reconquête, ancien candidat à la présidentielle. 1 heure d'entretien ensemble où l'on évoquera ensemble le budget des finances publiques plus que jamais dans le rouge, voire même écarlate, une cure du rigueur à venir, la situation politique, un gouvernement sous la menace d'une censure permanente. Et puis Reconquête, votre parti, quel avenir? Dans un récent discours des universités d'été, vous avez appelé à jugé aussi que la politique était devenue l'ennemi du peuple. On essaiera d'y voir plus loin et de comprendre ces propos. À mes côtés, nous rejoindra un peu plus tard dans cette émission Pascal Perry, notre éditorialiste économique. Mais d'abord, Éric Zemmour, une image qui date de vendredi, celle du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau à la frontière franco-italienne. Le gouvernement promet une nouvelle loi immigration en début d'année prochaine, et ce alors que la dernière loi promulguée il y a moins de 10 mois, moins de la moitié de son contenu est mise en application à ce jour. Éric Zemmour, est-ce vraiment nécessaire une nouvelle loi immigration à vos yeux ? Écoutez, vous savez, j'ai déjà vu ces images des dizaines de fois depuis 30 ans. Vous savez que la frontière entre la France et l'Italie est normalement fermée depuis 2015 et qu'on renouvelle régulièrement les exceptions à Schengen depuis cette époque-là. Depuis l'époque des attentats. Exactement. Deuxièmement, une nouvelle loi. Il y a eu 30 ou 32 lois depuis 40 ans. Et à chaque fois, il y a toujours plus d'immigration. Donc, moi, je veux bien une nouvelle loi, mais il faut savoir ce qu'on met dedans. Pour ça, j'ai 2 principes simples. Le premier principe, c'est de bien comprendre que nous vivons un événement historique qui n'a rien à voir avec les vagues d'immigration précédentes du 19e siècle, voire du 20e siècle. Nous vivons une invasion. C'est-à-dire qu'il y a un continent africain qui va vers les 2 milliards d'habitants, et nous avons un continent européen qui est à 400 millions, et que nous avons un continent africain qui se déverse sur le continent européen. Mais vous connaissez particulièrement les mots, Éric Zemmour. Oui, bien sûr. Une invasion. Une invasion. Vraiment ? Oui, vraiment. C'est-à-dire, vous savez, je ne dis pas que chacun des migrants se dit « je vais envahir la France et l'Europe ». Vous savez, le grand Raymond Aron disait « les hommes font l'histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font ». Donc, les gens viennent parce qu'ils sont rationnels. Ils se disent « on va mieux vivre ici ou là ». Et après, ils choisissent, ils se disent voilà, le système social français est le plus généreux, donc on va aller en France. Mais la France n'est souvent pas parfois un objectif pour beaucoup de ces... Je vous assure que c'est un objectif. C'est le premier pays de rebond de l'Union européenne. Donc ce n'est pas pour rien, vous savez. Donc, mais attendez, n'allez pas trop... Quand je dis c'est une invasion, je veux dire par là que c'est un événement historique d'une ampleur inégalée. C'est ça que je veux dire. Et qu'il y a effectivement un grand remplacement de population qui se fait sur 30 ans. Tout ça pour dire qu'il faut prendre des mesures à la hauteur de l'enjeu. Deuxième principe, tous les politiques, tous les commentateurs ne parlent le plus souvent que de l'immigration illégale. C'est évidemment un problème majeur. M. Darmanin, je crois, le prédécesseur de M. Retailleau, disait qu'il y avait entre 600 000 et 1 million d'immigrés illégaux en France. C'est un problème fondamental, mais le problème le plus fondamental, c'est l'immigration légale. Nous acceptons 320 000 titres de séjour légaux. Oui. Et nous acceptons en plus 150 000 demandeurs d'asile qui, qu'ils soient acceptés, 40%, ou qu'ils soient refusés, de toute façon, restent en France. Donc ça nous fait 500 000 entrées quasiment légales sur notre territoire. Ça fait, sur 5 ans, plus que la ville de Paris. Donc moi, je veux d'abord, si nouvelle loi il y a, qu'on arrête l'immigration légale. L'immigration légale, qu'est-ce que c'est ? Premièrement, le regroupement familial et tout ce qui va avec. Ça vous dites ? Il faut tout arrêter. Il faut que ça devienne l'exception de l'exception. Il faut que la règle soit, il n'y a pas de regroupement familial. 100 000 entrées légales, chère madame, par an. Deuxième gros poste, les étudiants. 100 000 entrées légales par an. Moi, je voudrais le réduire à quelques centaines parce qu'on n'a pas besoin de tous ces étrangers étudiants en plus chez nous. Qui ne sont pas une richesse aussi en termes d'échanges pour l'avenir. On évoquera l'immigration. Je me permets de sourire parce que si vous me permettez, si vous m'accordez une minute, je vais vous raconter une anecdote. Un jour, Nicolas Sarkozy, alors président de la République, rencontre le roi du Maroc. Et
Nicolas Sarkozy lui dit ce qu'on dit en ces occasions. Nous sommes très heureux d'accueillir tous ces étudiants marocains qui sont une richesse pour la France, etc., etc. Et le roi du Maroc le coupe et lui dit « Vous ne devriez pas les accueillir. Ce sont les plus mauvais qu'on vous envoie. » Propos rapportés par le président de la République lui-même. Je ne dis pas qui m'a rapporté ces propos, mais je vous assure qu'ils sont vrais. Ça ne s'invente pas. C'est pour vous dire qu'il faut arrêter avec ces étudiants. À part quelques profils de haut niveau dont la France aurait besoin, il faut arrêter. Ça nous coûte très cher. Beaucoup ne sont pas de vrais étudiants. Ils restent ensuite. Il faut arrêter. Ça ne nous apporte pas grand-chose en vérité. Je le répète, à part quelques grands hauts profils. Troisième poste, le droit d'asile. 150 000, je le disais. C'est un problème majeur. Pourquoi on a autant de gens qui viennent demander le droit d'asile? Parce que les Français ne le savent pas souvent. On a étendu de façon folle toutes les possibilités de demander les droits d'asile. Le droit d'asile, qu'est-ce que c'est? Dans l'histoire du monde, c'est Victor Hugo. Il y a de nombreuses demandes légitimes. Non, il n'y a pas de nombreuses demandes légitimes. C'est parce qu'on a étendu les... Comprenez-moi. Le droit d'asile, avant, c'est quelqu'un qui se rebelle contre un pouvoir autoritaire. Vous êtes d'accord avec moi? Ou qui vivent... C'est Victor Hugo, c'est Solzhenitsyn. C'est tout. Dans des pays en guerre, dans des pays où la situation est dramatique. Vous voyez, vous commencez déjà à étendre. Les Français, en 14, ils ne sont pas fuis. Ils se sont battus. Ils étaient un pays en guerre. Vous voyez, déjà, vous avez étendu. Deuxièmement, vous pourriez continuer, on a étendu pour les homosexuels dans les pays musulmans. Excusez-moi, moi, je ne veux pas accueillir, je n'ai aucune détestation de ces gens. Mais... Parce que dont certains risquent leur vie sur place. Mais je m'en moque. C'est leur problème, chère madame. C'est leur problème. On ne va pas accueillir... Que ce type de propos puisse... Mais, chère madame... Interpeller... Ah oui, je comprends, mais moi, je veux d'abord... de solidarité. Moi, oui, mais je ne veux pas avoir de solidarité avec ces gens. Moi, je veux avoir de la solidarité avec les Français. C'est simple. Je veux sauver les Français. Parce qu'à force d'accueillir tous ces gens, on accueille aussi leur mode de vie. Le mode de vie qu'ils ont fui d'ailleurs, c'est ça le grand paradoxe. Le mode de fuite qui repose sur la contrainte islamique. Et à la force, c'est exactement ce que nous avons. Nous avons des homosexuels qui sont persécutés en France. Quand Bruno Retailleau a été nommé ministre de l'Intérieur, vous disiez... Vous y voyez la victoire de vos idées. Bruno Retailleau, avec cette nouvelle loi, dit il veut reprendre finalement le texte sorti du Parlement à l'automne 2023 avant que le Conseil constitutionnel n'en censure une bonne, voire une très grosse partie. N'est-on pas là finalement que dans un simple exercice de communication? Je crains que vous ayez raison. Et ça me ferait de la peine parce que moi, je veux que mes idées permettent d'améliorer la situation et de sauver notre pays du grand remplacement. Donc, M. Retailleau, je pense qu'il est sincère, il est sincèrement convaincu par ses idées aussi. Je le connais depuis longtemps et je ne le crois pas insincère, au contraire. Maintenant, le problème, c'est qu'est-ce qu'il va faire? Et pourra-t-il le faire? Quand on entend le Premier ministre dire, par exemple, que ce qui se fait en Italie et l'accueil en Albanie, qui a d'ailleurs, parenthèse, qui a son importance, été retoqué par un tribunal italien. Ça ne m'a pas échappé. Vous disiez, parce que j'ai aussi envie de vous entendre sur ce nouveau gouvernement, vous avez eu des mots durs à l'encontre du Premier ministre, en disant que c'est un centriste et qu'en général les centristes sont mous, disiez-vous. Personne n'en avait envie, personne n'a peur de Michel Barnier, mais personne n'espère rien de lui non plus. Il symbolise la politique française dans tout son ennui. Vous ne retirez rien de tout cela? Non, je ne retire rien. Je n'attaquais pas la personne, j'attaquais... Vous savez, je le connais depuis 35 ans, Michel Barnier. J'étais jeune journaliste politique et je l'ai vu à l'œuvre. Il a des bons côtés, c'est-à-dire que c'est un modéré, donc il respecte tout le monde, c'est très agréable, et c'est un négociateur. Je pense que ce n'est pas de ce profil dont nous avons besoin aujourd'hui. Vous savez, il y a des périodes historiques pour les modérés, pour les négociateurs, et il y a des périodes historiques pour ceux qui sont plus radicaux, plus déterminés. Et c'est le temps de la radicalité aujourd'hui. Je pense que nous vivons un moment historique, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui nécessite des tempéraments plus déterminés. Premièrement. Deuxièmement, vous voyez bien que, si vous voulez, le Premier ministre, j'ai lu son interview dans le JDD, on a l'impression qu'il essaye de ménager la chèvre et le chou, sa majorité qui est composée de LR, mais aussi de gens de gauche venant de la Macronie, son ministre de la Justice, son ministre de la Santé, vous avez vu qu'il ne veut pas remettre en cause l'AME. On voit bien qu'il est tiraillé. Par ailleurs, il sait très bien qu'il a, avec le Conseil constitutionnel, un organisme qui est là pour, en vérité, le censurer. Ce qui est absolument scandaleux. Je me suis opposé
pendant la campagne présidentielle, j'étais le seul à contester et à protester contre les déclarations du président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, qui disait que même un référendum devrait passer sous les fourches caudines du Conseil constitutionnel. Je pense que le Conseil constitutionnel va trop loin. Je pense d'ailleurs que ce qu'il a fait, vous évoquiez tout à l'heure, la loi sur l'immigration de décembre 2023, où il a censuré un tiers de cette loi, tout ce qui était dur, sous prétexte de cavalier législatif. Passons. En vérité, il n'a accepté que les régularisations. Je dis d'ailleurs qu'à l'époque, LR et le RN ont voté une loi qui régularisait des clandestins. Vous parliez tout à l'heure de l'Italie. C'est un autre sujet. Là, on est dans la deuxième partie. Ce que je vous disais, c'est les illégaux. Parce qu'en fait, les Italiens n'ont pas de problème, ou très peu de problème d'immigration légale, parce qu'ils n'ont pas le droit du sol, qu'il faudrait supprimer en France, et ils n'ont pas, ou très peu, d'allocations sociales aux étrangers, que moi, je propose de supprimer. Donc évidemment, ils ne restent pas, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ils viennent en Italie, parce que c'est les côtes, et ils ne restent pas. Mais ils viennent. Et déjà, ça pose des problèmes énormes. Donc Mme Meloni a fait quelque chose de très positif, c'est qu'elle a utilisé les fonds européens pour payer des pays afin qu'ils arrêtent eux-mêmes les immigrés clandestins venus d'Afrique. Par exemple, la Tunisie ou par exemple l'Égypte. La France devrait faire la même chose. Sauf qu'institutionnellement, les demandes de droit d'asile, pardonnez-moi, doivent se faire sur le sol et enregistrées sur le sol où la demande de droit d'asile est faite. Je sais. Quand vous dites constitutionnellement, permettez-moi simplement de vous dire, méfions-nous de ce mot. Ce n'est pas dans la Constitution, c'est la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui s'arroge le droit de dire constitutionnellement non. Et là aussi, il faut bouger là-dessus. Il faut bouger là-dessus. Moi, je pense qu'il faut que les demandeurs de droit d'asile le fassent dans les ambassades de France, dans leur pays. Mais le plus important n'est pas là, pardonnez-moi. Le plus important, parce que vous avez confondu deux choses. Moi, je vous disais, il faut utiliser les fonds européens pour payer les pays. L'Allemagne l'a fait avec la Turquie, l'Italie l'a fait avec la Tunisie, qui arrêtent eux-mêmes, avec leur police, les clandestins venus d'Afrique. Et ça, c'est une très bonne méthode. Au moins, les fonds européens serviront, pour une fois, à quelque chose. Donc, vous voyez, ça, c'est très bien. Il faut que M. Retailleau fasse la même chose. Je l'invite vivement. Ça fait partie, en effet, des outils, en tout cas, qu'il, lui, aimerait mettre en place. Mais vous savez, il peut faire beaucoup de choses. Il peut le faire beaucoup de choses en tant que ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'il peut donner des consignes au préfet pour qu'il a réuni récemment, d'ailleurs. Très bien. Pour qu'il réduise au maximum les naturalisations. En son temps, M. Guéant l'avait fait. Qu'il exige des choses importantes en matière de naturalisation. Vous savez, on demande l'assimilation en matière de naturalisation. Donc déjà, il faut très bien parler français, par exemple. Et ce n'est pas le cas de beaucoup. Deuxièmement, plus exigeant là-dessus. Plus exigeant là-dessus. Je vous parlais du regroupement familial. Sans une loi, il peut déjà demander au préfet d'être très sévère et très exigeant, parce qu'il y a des critères quand même du regroupement familial. Vous voyez, on peut faire des choses avec uniquement le pouvoir réglementaire. Éric Zemmour. Moi, j'attendrai en tout cas une seule phrase. Je jugerai M. Retailleau sur les chiffres d'immigration illégale, bien sûr, mais surtout légale. Des actes donc. Le tour de vis sur ces arrivées d'étrangers en France a relancé le débat aussi autour de l'immigration économique. Et nous rejoint donc sur ce plateau Pascal Perry, notre éditorialiste économique. Il faut dans ce débat introduire une dimension économique. Ça, c'est le patron du MEDEF qui le dit, l'organisation patronale. Bonjour Pascal Perry. Bonjour Marie-Chantal, très bonjour monsieur. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, nous sommes confrontés à un phénomène que les géographes connaissent, ça s'appelle l'hiver démographique. Quand on prend la situation de l'Europe aujourd'hui, c'est un continent qui vieillit. Par exemple, entre 2030 et 2070, nous allons perdre 41 millions d'actifs. 3 millions d'actifs nous manqueront, nous en France, monsieur Zemmour, d'ici à 2030. Des bras pour travailler. Comme on ne peut pas faire aujourd'hui des enfants qui auront 20 ans dans 2 ans, d'accord avec ça, il n'y a pas beaucoup d'autres recours finalement que l'importation de main-d'œuvre. On doit s'y résoudre, quitte à la contrôler. Et la choisir. Permettez-moi de ne pas être d'accord avec vous. D'abord, vous parlez d'hiver démographique, vous avez tout à fait raison. Nous sommes à une moyenne de 1,5, 1,6 enfants par femme en Europe en général, et la France s'aligne tout doucement. Un peu plus en France. C'est ce que j'allais dire, mais je vais vous dire pourquoi un peu plus en France. Parce que, et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure sur le grand remplacement,
nous avons une surnatalité des femmes maghrébines et africaines qui est entre 3,5 et 4 enfants par femme. Et donc, évidemment, il y a un effet petit à petit de remplacement à l'intérieur de notre pays. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, pour la main-d'œuvre. Alors, nous avons, je crois, des millions de chômeurs. C'était le deuxième aspect de ma question. Je crois que ces gens-là devraient d'abord être mis au travail. Mais comment faire comment faire Je crois que vous avez écrit des choses assez sensées là-dessus. Je pense que nous avons un gros problème d'activité, nous avons un gros problème de travail, nous travaillons globalement, je dis bien globalement, car il y a des gens qui travaillent énormément, mais globalement moins que dans les autres pays d'Europe. Donc nous devons remettre les gens au travail. Vous savez très bien, puisque vous l'avez écrit, que nous avons une politique d'assistanat excessive qui décourage et qui incite beaucoup de gens à ne pas travailler ou à travailler peu et à profiter des périodes de chômage, d'assistance, etc. Donc nous devons tordre le cou à tous ces mécanismes d'assistanat pour pousser les gens à travailler. Deuxièmement, vous parliez de l'immigration, nous avons besoin d'immigrés pour travailler. C'est une réponse immédiate à un problème qui est un problème urgent. J'ai très bien compris. Vous fréquentez les chefs d'entreprise comme moi. Non, mais j'ai très bien compris. Je leur ai répondu pendant la présidentielle que je n'étais pas d'accord avec ça et qu'ils refaisaient la même erreur que dans les années 70. Parce que dans les années 70, ils nous ont déjà tenu le même discours et on a vu le résultat. Je voulais vous dire pour l'immigration, vous savez sans doute qu'aujourd'hui, le taux d'activité, par exemple, des Algériens, n'est que le taux d'inactivité est de 40%. Alors que le taux d'inactivité des Français, en moyenne, est de 26%. Alors, je n'ai pas ce chiffre. Mais je peux vous le confirmer. Je peux vous dire... Donc, attendez, parce que c'est important. Il ne faut pas croire que les immigrés travaillent plus que les Français. Les immigrés du Maghreb et d'Afrique noire travaillent moins que les Français. Donc il faut arrêter avec ça, ce n'est pas la panacée. Troisièmement, non, parce que c'est important, où travaille-t-il? Où y a-t-il des besoins de main-d'œuvre? Parce qu'il ne faut pas nous raconter d'histoire, vous savez aussi que l'industrie française s'est écroulée en 20 ans et qu'elle ne représente plus que 10% de la richesse nationale, alors qu'elle représentait avant 20%, ce qui est le chiffre en Allemagne et même en Italie. Donc on n'a pas besoin de beaucoup de bras dans les usines, il faut arrêter. On a besoin de bras dans les restaurants et dans le bâtiment. Dans le secteur des services à la personne. Absolument, dans le secteur des services, absolument. Et bâtiment et restauration, on est d'accord là-dessus. Et agriculture ponctuellement, parce que j'ai discuté avec des agriculteurs. J'ai plusieurs réponses à cela. La première, d'abord, quand on peut et le plus qu'on peut, les machines doivent remplacer les hommes. Ce n'est pas possible partout, je suis d'accord avec vous, mais quand on peut, le plus possible. Au Japon, ils le font. Je vous fais juste une remarque, c'est que dans les activités de service, par définition, café, hôtel, restaurant, entretien du métro, service à la personne, la machine substitue rarement la main-d'œuvre humaine. Quand c'est possible. Oui. Je sais très bien que ce n'est pas possible partout. J'ai une deuxième. Il faut bien comprendre que, je parlerai de l'agriculture après, il faut bien comprendre que dans les restaurants, par exemple, il y a une différence. Dans les métropoles, je vais souvent dans les cuisines, je demande à voir. Dans les métropoles, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, il n'y a que des immigrés. Dans les petites villes, il y a des Français. Pourquoi ? Parce que la restauration, c'est une activité qui oblige à des horaires décalés et les gens doivent rester tard le soir, ils doivent rentrer chez eux. Autour de Paris, dans les quartiers populaires, il n'y a plus de Français quasiment. Il n'y a plus que des immigrés. Et donc évidemment, comme les Français ont été chassés dès la proximité des centres-villes, ils ne peuvent plus travailler dans les centres-villes. S'ils étaient là, vous pensez qu'ils iraient travailler dans les arrière-cuisines de oui, la preuve, ils travaillent dans les petites villes. Mais vous dites Vous dites que vous avez alerté les patrons, notamment à l'occasion de la campagne présidentielle là-dessus. J'ai répondu, je leur ai dit... Force est de constater que vous ne les avez pas rassurés. Vous ne les avez pas rassurés sur le sujet. Beaucoup de restaurateurs, beaucoup de syndicats sur le sujet s'alertent sur ce manque de main-d'œuvre. Je vous ai dit tout à l'heure, chère madame, je vous ai cité la phrase de Raymond Aron, l'homme fait l'histoire mais ne sait pas l'histoire qu'il fait. Les patrons, c'est la même chose. Ils voient leur activité, leur compte d'exploitation, leurs affaires, c'est normal. Donc ils doivent avoir un problème à court terme. Il faut les entendre aussi. Moi, je vois à long terme. Je vois le grand remplacement à l'œuvre. Donc, je n'ai une approche différente. Et mon rôle, mon devoir, c'est de leur dire, attention,
vous avez un problème évident, on est d'accord, il faut le régler. On a un problème collectif. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai discuté cet été avec des agriculteurs. J'étais en vacances, on a discuté, on a sympathisé, vous imaginez comment ça se passe, je les salue. Ils m'ont bien expliqué la situation. Ils m'ont bien expliqué que pour faire certaines récoltes, les fraises, les melons, etc., pour ramasser ces fruits-là, les jeunes Français ne voulaient pas travailler. Non. Oui, je suis honnête avec vous. Il n'y a plus d'étudiants. Voilà. Y compris les étudiants, ils ne veulent pas. Vous voyez Bon. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, mais il y a une solution. La première, c'est de faire venir éventuellement des immigrés, mais pour un temps précis, et qu'ils repartent immédiatement après. Qu'il n'y ait pas de regroupement familial, qu'il n'y ait pas de droit, etc. Pendant 3 mois, par exemple, on peut faire venir des Marocains ou d'autres, et qui repartent. C'est ce qui se produit d'ailleurs. Exactement, c'est pour ça que dans la plupart des cas. Mais absolument. Donc vous voyez, je ne suis pas fermé. Je dis simplement qu'il faut être très précautionneux pour les raisons que je vous ai dites, parce que nous avons un problème historique majeur. Monsieur Zemmour, moi ma question, je comprends parfaitement, c'est pas tellement le pourquoi, c'est le comment. C'est ça, vous voyez, quel est le mécano? Vous avez en effet 3 millions de chômeurs catégorie A en France. Vous en avez un peu plus si vous comptez ceux qui travaillent plus de 75 ou moins de 75 heures. Mais d'accord. Comment fait-on? On les prend par la main? C'est une question que je me pose sincèrement. On les prend par la main et on leur dit maintenant vous allez prendre ces jobs. Alors ils vous répondront mais c'est pas des jobs qualifiés. On pourra leur dire vous n'êtes pas nécessairement qualifié pour faire autre chose. Mais comment fait-on concrètement? Je vous ai dit on coupe les vannes de l'assistanat. Mais là on n'est plus dans l'assistanat, on est dans la protection sociale, non. Le chômage. Non. Le chômage c'est un droit. C'est une assurance, c'est pas de l'assistanat. Vous avez tout à fait raison. C'est un droit. Vous avez tout à fait raison. Oui. Vous avez vu que le gouvernement lui-même a réduit les droits. Oui. Donc ça, on peut le faire. On peut. Il faut encore les réduire. Moi, je pense, si vous voulez, qu'il faut tout faire pour inciter au retour du travail. Les Allemands l'ont fait il y a 20 ans. Je veux dire, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Je pense, si vous voulez, encore une fois, je ne suis pas un tortionnaire, je ne tiens pas à être méchant avec les gens. J'essaye de régler mon problème historique. Le problème historique pour moi, c'est le grand remplacement. Je dis aux Français, est-ce que vous voulez être remplacé? Est-ce que vous voulez devenir minoritaire chez vous? Si vous ne le voulez pas, il faut en prendre les moyens. Et le travail en fait partie. Alors, Éric Zemmour, une dernière question avant de s'interrompre pendant la pause. Juste un mot sur l'AME. Michel Barnier, à l'occasion de l'interview au JDD à laquelle vous faisiez référence, disait qu'il ne fallait pas plaider pour une remise en cause de l'aide médicale d'État. Il dit néanmoins qu'il doit y avoir une maîtrise de ces dépenses, pas de détournement. Là aussi, cela vous déçoit? Vous m'avez montré des images tout à l'heure de M. Retailleau et je crois M. Barnier à la frontière. Absolument, déplacement vendredi dernier. Et je vous ai dit, j'ai vu ça des dizaines de fois. Cette déclaration, je l'ai entendue des dizaines de fois. On ne remet pas en cause, mais on maîtrise. Non. Je dis à M. Barnier, ça ne marche pas. C'est comme quand on dit l'immigration, on va la réguler de façon ferme mais humaine. Ça veut dire qu'il n'y aura rien. Donc là, c'est la même chose. Il faut supprimer l'AME. Madame, je vais vous dire une chose. L'AME date de 1998, gouvernement Jospin. Avant l'AME, il n'y avait pas des étrangers qui mouraient dans les rues de Paris. Vous êtes d'accord avec moi? Donc il y a toujours eu une aide médicale d'urgence. L'AME, qu'est-ce que c'est? Il faut faire comprendre aux Français, on leur ment. On leur dit, les gens arrivent, ils sont mourants et on va les interdire de les soigner. C'est faux. L'AME, ça veut dire qu'il y a des... Ça a toujours été, madame, on est un pays civilisé. Ça fait 100 ans qu'on soigne les étrangers qui viennent, enfin. La vérité, c'est que l'AME, c'est un moyen... Ça a permis une nouvelle filière d'immigration. Tous les médecins que je connais ont des anecdotes sur ces gens qui viennent se faire soigner pour toutes les maladies de la terre en France et qui ne payent rien et qui font soigner leurs enfants, leur père, leur mère, leur grand-mère, qui mettent des fausses cartes vitales. Toute la France connaît ces histoires-là. L'argument de la prévention. Donc il faut supprimer l'AME, garder une aide médicale d'urgence, encore une fois, qui a toujours existé. Dans les autres pays d'Europe, ils n'ont pas l'AME. Les gens meurent dans la rue, alors comme ça. Pascal, rapidement. Non, est-ce qu'il faut se protéger aussi des maladies contagieuses? Je comprends parfaitement votre... argument, mais vous savez, il y a 1,2 milliard chaque année de dépenses de l'AME. Si on en vient à une aide médicale d'urgence, on va tomber à 90 millions d'euros. C'est presque rien, le trait de plume. Simplement, on va plus soigner un certain nombre de maladies qui peuvent être contagieuses et mettre en danger le corps social. Comment fait-on? Où est la ligne de séparation?
monsieur, je vous répète, avant 1998, est-ce qu'on avait des maladies contagieuses qui arrivaient de partout? Alors les virus circulent beaucoup, enfin vous le savez comme moi. Et les virus, ils se déplacent malgré l'AME. Oui, mais ils se déplacent beaucoup plus vite, ils sont beaucoup plus nombreux aujourd'hui. Je vous répète que ce n'est pas seulement le côté budgétaire, qui n'est pas négligeable. 1 milliard d'économies en 7 ans. Sur 300 milliards de dépenses de santé. On va y venir, je crois. Oui. Donc on va parler d'autre chose. Mais 1 milliard, c'est toujours ça. Oui. Mais le problème le plus important de l'AME, ce n'est pas tant le financement que, ce que j'ai dit tout à l'heure, la filière d'immigration qui est autour de l'AME. Les gens viennent, toute l'Afrique vient se faire soigner à l'œil en France. Il faut que ça cesse. Voilà. Bon. Éric Zemmour, on fait une courte pause et évidemment on revient pour parler de ce budget justement qui sera examiné à partir de demain, lundi soir dans l'hémicycle, et ça s'annonce plus que rugueux. À tout de suite. Retour dans l'événement du dimanche, toujours avec notre invité Éric Zemmour. Parlons à présent de souveraineté. Souveraineté partout, tout le temps. Le mot est utilisé par tous les politiques. Un tabou devenu un peu totem. On a appris cette semaine que la France pourrait perdre le Doliprane. Des députés de tous bords demandent au gouvernement de bloquer ce projet de cession, Pascal, de fonds d'investissement américains. Alors bon, tout est relatif parce que c'est la filiale traitement grand public de Sanofi qui s'appelle Opelia qui notamment produit le Doliprane. La France n'en céderait que la moitié. Mais Éric Zemmour, la France doit-elle se battre absolument pour continuer de produire sur son territoire un médicament aussi simple que le Doliprane? Il n'y a pas mieux à faire? Alors, d'abord, vous avez raison, je m'amuse comme vous à entendre ce mot souveraineté à toutes les sauces. Je me souviens quand je l'employais il y a une vingtaine d'années, on me traitait quasiment de fasciste. Vous voyez, les choses évoluent. C'était un gros mot, en effet. Absolument. Deuxièmement, votre question est une question fondamentale. D'abord, précisons un petit point. Ce n'est pas le Doliprane qu'on fabrique en France. C'est-à-dire, ce n'est pas le principe actif du Doliprane. On fabrique les boîtes. On fabrique l'assemblage. L'assemblage. Donc, ça n'a rien à voir. Le principe actif, lui, il est toujours en Inde. Il est toujours à 80%. Alors qu'auparavant, il y a 20-30 ans, il était fabriqué en France. Pourquoi il n'est plus fabriqué en France comme la plupart des principes actifs de tous les grands médicaments? Pour 2 raisons. La première raison, c'est que les associations écologiques, l'administration écologique, les normes écologiques ont chassé, il y a 20 ans, l'industrie pharmaceutique et chimique de France. Il faut le dire. Donc, si on n'a plus d'industrie pharmaceutique et chimique, c'est d'abord parce que, en raison des normes écologiques imposées de façon impérieuse et paperassière par l'administration française. Deuxième raison, depuis 20 ans, 30 ans, la sécurité sociale a imposé des prix bas à tous les médicaments et en particulier à ces médicaments, comme vous dites, au grand public, etc., au nom à la fois de la défense du pouvoir d'achat et du déficit qu'il faut toujours combler de la sécurité sociale. Je pense que ce sont les 2 problèmes fondamentaux à régler. C'est-à-dire que, vous avez raison, le Doliprane, c'est une vieille molécule, tout le monde l'a fait, et c'est pas... Elle est dans le domaine public. Vous avez tout à fait raison. C'est pas ça le sujet. Et je peux comprendre, que les gens de Sanofi essayent de récupérer du cash pour investir dans des molécules d'avenir, nouvelles, alors qu'ils ont déjà raté le train des vaccins dans la sphère du Covid. L'enjeu de santé, c'est la réponse immunitaire au XXIe siècle. C'est-à-dire le traitement des cancers, des maladies graves. Je suis d'accord avec ça. Je vous dis simplement, de toute façon, il faudra régler les 2 questions que j'ai soulevées. Je sais par exemple, prenons le Doliprane. Je sais par exemple que le gouvernement a essayé et a fait un plan de 50 millions d'aides pour le retour d'une usine séquence. Vous savez, c'est le nouveau nom de Rhodia, qui est la dernière industrie pharmaceutique à avoir fabriqué le principe actif il y a plus de 20 ans. Mais, absolument. Bon, donc très bien. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Depuis 2 ans, il y a des études, des enquêtes, pour respecter les normes écologiques. On n'y arrive pas. Vous voyez, c'est un problème majeur. On a d'un côté un État... Et je les loue de faire ça, qui essaye de pousser, depuis le traumatisme du Covid, à la relocalisation de ces industries pharmaceutiques. Et en même temps, on a un État qui, par l'intermédiaire
de ses administrations écologiques et de son administration de la sécurité sociale pousse à délocaliser. Je veux dire, il faut que l'État choisisse. Certains vous répondraient aussi que certains labos pharmaceutiques sont toujours intéressés par plus de profit également. Mais cher ami, vous savez, j'entends ça, vous êtes jeune. Dans les années 80, quand j'étais jeune, on disait... Non mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Je ne sais pas du tout pour être vraiment pour vous taquiner. Et jeune plus tant que ça. Vous êtes beaucoup plus jeune que moi déjà, c'est déjà ça. Quand j'étais jeune, on entendait déjà ce refrain sur les super profits de l'industrie pharmaceutique. Moi, à l'époque, je croyais ça, comme tous les jeunes de ma génération. Qu'est-ce qui s'est passé ? À force de faire des super profits, ils sont partis à l'étranger. Parce qu'en vérité, ils n'en faisaient pas. Et pour en faire justement des profits, ils se sont mis en Inde, parce que justement, ce que je disais à M. Perry, c'est que la sécurité sociale interdit de mettre des prix... Elle négocie les prix tous les ans. Exactement. Et donc, elle met des prix trop bas pour permettre justement aux entreprises de rentabiliser leurs investissements, à moins, comme elles le font, d'aller en Inde et en Chine. Donc, moi, je pense qu'il faut régler cette question. Vous savez, c'est la même politique de gribouille qui nous a fait faire pendant 20 ans un numerus clausus sur les étudiants en médecine. L'administration disait, vous allez voir, comme il y aura moins de médecins, ils feront moins d'actes médicaux et donc, il y aura moins de déficit. Ah oui, tu parles. Voilà les déserts médicaux, voilà l'origine des déserts médicaux. C'est toujours la même chose. Éric Zemmour, parce qu'il faut que l'on avance. Je vous en prie. Le budget. 60 milliards d'euros à trouver, des hausses d'impôts. L'objectif du projet de loi, ramener la France à 5% de déficit pour l'année prochaine, 3% en 2029. Michel Barnier, le même, encore et toujours Premier ministre, semble quand même un peu préparer les esprits dans une interview au JDD à l'utilisation du 49.3. Avant de rentrer dans le dur de ce que comporte ce projet de loi, des propositions de chacun, avec vous, Pascal. Un 49.3, serait-ce un aveu d'échec déjà, première question, de ce gouvernement Barnier, ou finalement un budget 149.3 ? Moi, je ne dirais pas ça. Le 49.3, ça fait partie des armes que donne la Constitution à un gouvernement. L'échec, ça serait s'il était renversé par une motion de censure. Voilà. Pour l'instant, nous avons une coalition LR avec la Macronie, qui gouverne avec M. Barnier. Nous avons une opposition de gauche qui est prête à voter toutes les motions de censure. Et nous avons ce qu'on appelait sous la 4e République un soutien sans participation du Rassemblement national. Tant que le Rassemblement national ne vote pas la motion de censure, il est au sens large dans la majorité. Il n'est pas dans l'opposition. Il soutient sans participer au gouvernement. Et le jour où il vote la motion de censure, il rentre dans l'opposition. Ouais. Pascal. Alors, l'effort va porter sur une somme importante. Il faut faire des économies, en rappelant malgré tout que la dépense de l'État reste constante. Elle continue de progresser de 2,1%. Je le rappelle quand même régulièrement. J'allais vous le dire. Alors, 2 tiers impôts, 1 tiers économie. J'ai une question toute simple. Est-ce que vous pensez que les riches ne payent pas assez d'impôts en France ? Et moi, j'ai un chiffre qui... Qu'est-ce qu'on appelle riche d'abord ? Parce que j'ai pas de définition. Oui, justement, personne n'a de définition. Je me souviens que M. Hollande avait dit à partir de 4 000 euros, c'était absolument on n'est pas riche à 4 000 euros. 4 000 euros par mois. Oui, 4 000 euros par mois, oui, par sûr, je ne parle pas moi. Vous savez, vous le savez sans doute d'ailleurs, 75% des 100 milliards de l'impôt sur le revenu sont payés par les 10% qui payent le plus d'impôts. Donc vous voyez, ces gens payent déjà beaucoup d'impôts. On paye 75 milliards d'euros d'impôts sur le revenu. 15% de 100 milliards. Et quand je vous dis qu'il y a un problème de travail, c'est aussi lié. Moi, je vous disais que je connaissais beaucoup de médecins dans mon entourage, mais j'en connais pas mal qui me disent qu'ils lèvent le pied. Parce que s'ils travaillent plus, ils vont payer plus d'impôts et qu'ils en ont marre. Passant dans la tranche supérieure. Exactement. Donc vous voyez, c'est lié tout ça. Ouais. Donc moi, je pense, vous l'avez dit vous-même, la dépense ne baisse pas, elle continue d'augmenter. Elle baisse par rapport à l'évolution qu'on attendait. Bon. Deuxièmement, on nous dit 2 tiers économie, 1 tiers impôt. C'est faux. On voit aujourd'hui les chiffres sortir, c'est plutôt... Non, c'est l'inverse. Oui, c'est plutôt 2 tiers impôt, 1 tiers économie. Non, mais c'est admis partout, ça. Bon, très bien. Au début, le gouvernement disait l'inverse. Et notamment l'OFC. Absolument. Oui, en fait, je vais vous dire, moi, ce que je pense. Je pense que le gouvernement applique les 2 vieilles méthodes de tout gouvernement français, et en particulier de la droite française depuis 40 ans, qui ont montré qu'elle était vouée à l'échec, qui sont 1, la hausse d'impôts, 2, le rabot, la politique du rabot. Moi, je crois qu'il faut faire le contraire. Il faut baisser les impôts et il faut faire un grand plan de réduction des dépenses qui ne soit pas de l'ordre du rabot, c'est-à-dire qu'on rabote au fur et à mesure les dépenses à 10 milliards, à 1 milliard, à 2 milliards. Non, il faut faire un grand plan qui attaque toutes les dépenses. Nous avons un problème que nous dépensons trop. Monsieur Macron dit exactement le contraire.
Ah, nous avons un déficit parce que nous n'avons pas assez de recettes. Non, nous avons un déficit énorme qui a couru d'ailleurs de façon inouïe. Je ne comprends pas comment la meilleure administration de France, qui est l'administration des finances, tout le monde le sait, c'est là où il y a les meilleurs fonctionnaires de France, comment elle n'a pas vu qu'on était passé de 4 à 6% du déficit budgétaire. Alors juste parenthèse, cette commission d'enquête qui doit voir le jour... J'attends moi aussi. Vous attendez? Oui, j'aimerais bien comprendre. Et Bruno Le Maire, pour vous, est-il le seul responsable? On sent qu'il est prêt à dégainer ses armes. Mais je n'en sais rien, moi. Bruno Le Maire était ministre des Finances. Donc, a priori, c'est lui le chef de son administration. Mais il faut trouver un responsable. Mais non, il ne faut pas trouver un responsable, il faut trouver des responsables. Et M. Macron est responsable, c'est lui le président de la République. M. Le Maire est responsable. Il n'avait qu'à démissionner s'il n'était pas d'accord. M. Chevènement l'a fait en son temps. Bon. Revenons à nos moutons. Vous, que feriez-vous par exemple? Bon, alors, vous avez vu comme moi cette semaine beaucoup de propositions en commission des finances pour... Alors, les uns, la gauche veut supprimer la fiscalité. Oui, supprimer la fiscalité sur l'électricité, mais augmenter la taxe sur les riches, les super riches, l'impôt sur les sociétés, les autres, etc. Enfin, chacun cherche à détricoter le budget. Vous feriez quoi pour repartir sur des bases saines? Moi, je veux un plan sur 10 ans de réduction massive des impôts. Nous avons des chiffres simples. 48% du PIB consacré aux prélèvements obligatoires. Oui. Les Allemands sont à 42%. 58% du PIB consacré aux dépenses publiques. Les Allemands sont à 49%. Nous devons arriver aux chiffres allemands. Pour cela, il faut un plan de réduction des dépenses de à peu près 200 milliards par an pendant 10 ans. C'est énorme. C'est considérable. Considérable. Je pense qu'il faut taper dans tout. Nous sommes le pays le plus administré du monde. Nous avons, tenez-vous bien, 85 fonctionnaires pour 1000 habitants. En Allemagne, vous savez combien ils en sont? Ils en sont à 56. Ouais. Est-ce que l'Allemagne est moins bien administrée que nous? Alors, non. Là aussi, une nouvelle question rapide. Vous savez que l'emploi de fonctionnaire est un emploi à vie. Oui. Il n'y a pas de licenciement. C'est Xavier Bertrand qui avait dit à l'époque un fonctionnaire, c'est 3 millions d'euros sur une vie, c'est 40 ans d'activité, c'est 22 ans de retraite et 10% de réversion. Ça fait à peu près ça. Très bien. Bon, on déroge à ces règles? Non, on déroge. On dit aux fonctionnaires qui ont un statut, on va vous mettre à la porte? Non. On dit simplement ce qu'avait fait M. Sarkozy en son temps. D'accord. On n'embauche pas, on embauche la moitié, on ne reconduit que la moitié des fonctionnaires qui partent à la retraite. Des contrats de fonctionnaires. Voilà. Ouais. Et déjà, je peux vous dire que ça sera bien. Vous savez, nous sommes, je disais, suradministrés. Pas seulement l'État, mais les collectivités locales et même la machine hospitalière. 5 milliards d'efforts sont demandés aux collectivités locales. Oui, mais je vais vous dire. Il y a eu à peu près une augmentation, on parlait de la population tout à l'heure, de 13% de 2000 à 2020. D'accord? Vous savez combien a augmenté l'emploi public dans les collectivités locales? Oui, c'est 44%. Ouais, donc il faut arrêter. Madame Hidalgo a une administration de 55 000 personnes. À la mairie de Paris. Est-ce que vous vous rendez compte que la préfectorale, pour toute la France, à 30 000 personnes. Est-ce que vous vous rendez compte que Mme Hidalgo a dans son seul service de communication des centaines de personnes? Est-ce que c'est sérieux? Il faut arrêter avec ça. Pour poursuivre. Donc, on a beaucoup de choses. Je peux vous donner des exemples si ça vous intéresse. Est-ce qu'il faut établir, par exemple, un principe qui serait le principe suggestion de Davis Nisnar, le décideur et le payeur? Pourquoi? Parce qu'il doit être responsable. Or, aujourd'hui, en France, les maires n'ont la main que sur la moitié de leurs ressources, à peu de choses près. Est-ce qu'il faut dire, écoutez, on va décentraliser, y compris la compétence fiscale, et puis les électeurs feront leur choix, il y aura des bons maires et des mauvais maires, et puis les mauvais maires, on les mettra à la porte. Oui, moi, je ne suis pas sûr de cela. Moi, je pense que nous sommes un pays, nous sommes une nation, nous ne sommes pas un agrégat de petites communes. Nous ne sommes pas un pays fédéral. Donc, c'est à l'État de dire aux collectivités locales, ça suffit. Et donc, il doit le faire de façon beaucoup plus abrupte. Mais l'État lui-même a beaucoup de choses à faire. Je vais vous donner des exemples. Parce qu'on me dit toujours ah, mais tu ne touches pas, on ne peut pas toucher à l'éducation nationale, à l'hôpital, etc. Si, oui. Je vais vous donner un exemple. On accorde 30 milliards de budget à l'ARS pour les hôpitaux. Évidemment, là-dedans, il y a pour payer les hôpitaux, etc. Je n'y touche pas, évidemment. L'agence de santé, mais il y a 6 milliards, chère madame, pour l'administration. Les frais de gestion. Les frais de gestion. Ouais. Il y a 30% des 100 000 salariés de l'HPHP, l'Assistance publique de Paris, qui sont dans l'administration.
C'est beaucoup plus que dans tous les autres. Mais en cela, vous semblez rejoindre le Premier ministre qui dit « Je ne veux pas qu'on touche aux services qui sont en première ligne, ils seront préservés. » Je suis d'accord. Mais notre objectif est que dans les 4 ans qui viennent, la diminution de 10% du nombre des opérateurs de l'État. Voyez, mais qu'il le fasse. Et qu'il soit même plus ambitieux. Je continue. Moi, je vous trouve assez barniériste là, depuis un quart d'heure. Attendez, là-dessus, excusez-moi. Très bien. Excusez-moi, la réduction des dépenses, il ne le fait pas. C'est bien que je suis barniériste, mais d'ailleurs, Barnier pourrait être zémouriste. Mais le problème, c'est même pas ça. Évidemment que les idées circulent et que chacun réfléchit, heureusement. Monsieur Barnier, comme les autres. Mais il faut le faire, il est Premier ministre. Donc il faut le faire. Et il y a beaucoup d'autres dépenses. Moi, je pourrais aligner les dépenses. Je vais vous donner des exemples, si vous me permettez. Les aides aux associations. 11 milliards par l'État. 23 milliards en tout, si on ajoute les collectivités locales et la sécurité sociale. Je peux vous dire que moi, je ferai le ménage là-dedans, en particulier de toutes les associations politisées qui passent leur temps à attaquer l'État. L'aide publique au développement. Pensez à la CIMAD, non ? Entre autres. Oui. Entre autres, mais pas seulement. L'aide publique au développement, 15 milliards par an. Ouais. Je veux dire, c'était bien au temps où les pays qu'on aidait nous achetaient des produits, ou nous achetaient des trains, mais c'est fini ce temps-là. Donc il n'y a aucune raison de donner de l'argent à l'Algérie, de donner de l'argent au Sénégal, Non. Il y a d'autres choses. Le service public de la télévision et de la radio. 4 milliards. 4 milliards. Moi, je privatise le service public qui est devenu une antenne de la gauche. Mais on continue. Vous appartient, il faut maintenir dans ce pays quand même un média public résiduel. Non, mais regardez, la BBC marche très bien. Oui, la BBC, est-ce que ça marche très bien ? Vous savez, on le donne toujours en exemple, je ne suis pas sûr. La BBC, tous les grands médias occidentaux, sont devenus des porte-paroles de la gauche. Mais passons. Il y a d'autres sujets. Alors... Je comprends parfaitement, mais sur le budget, parce que je vois le temps passer, je voudrais votre avis sur C'est le budget, là. Je parle des grandes dépenses à réduire. Mais sur le budget, précisément, on dépense, puisqu'on parle de dépenses publiques, on dépense, Marie, environ 80 milliards d'euros chaque année pour soutenir les emplois autour du SMIC. Vous savez qu'on a parlé de trappe à pauvreté. Il y a un rapport de 2 économistes, Bozio et Wasmer, qui est très intéressant, qui dit il faut utiliser cette enveloppe et puis la réduire d'abord, peut-être la ramener autour de 70 milliards, et étaler ces aides entre un SMIC et 2 SMIC et demi, on va dire. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 millions de SMICards en France, vous avez 4 millions de gens qui sont juste au-dessus, juste en dessous de la barre des 2000, et il faut franchir la barre psychologique des 2000. Le gouvernement va le faire, l'approuvez-vous ? Tout à fait. Je pense qu'il faut, si vous voulez, il faut toujours revenir à l'origine, très vite. Pourquoi on a fait ces réductions de charges ? Parce qu'il y avait trop de charges. Et qu'on avait accumulé, en plus avec les 35 heures, des charges excessives pour l'industrie française et pour les entreprises françaises en général, qui étaient complètement massacrées par les autres qui n'avaient pas ces charges. Voilà pourquoi on a fait ça. Et ce qui n'empêche pas d'ailleurs beaucoup d'entreprises quand même de mourir parce qu'elles ont quand même trop de charges. Donc il faut au contraire réduire au maximum les charges et les impositions. J'ai regretté que le gouvernement précédent étale la réduction des impôts de production, vous voyez, parce que là maintenant, comme il y a d'énormes problèmes de déficit, on dit ah ben non, on le fait plus. S'il l'avait fait au début, ça aurait été toujours ça de prix. Vous voyez, tout est comme ça. Il ne faut pas étaler, il ne faut plus faire la politique du rabot. Il faut être radical. Et c'est un mot que je voudrais réhabiliter, si j'ose dire, parce que la radicalité, quand c'est l'efficacité, c'est beaucoup mieux. En l'occurrence, on nous vend une politique soi-disant modérée, qui est en fait une politique qui ne va pas au bout. Donc oui, je suis d'accord avec vous. Il faut effectivement, le seul inconvénient de ces réductions de charges, c'est qu'elles bloquaient au SMIC. Pourquoi ? Vous allez comprendre très simplement. Les patrons se disaient, si je l'augmente, moi je veux l'augmenter, un tel il a bien travaillé, mais si jamais je l'augmente, je vais payer des charges à plein pot. Donc ça va me coûter un bras. Oui. Donc, mais c'est devenu... Ça bloquait. Et donc, on est passé, je crois, de 8 à 17% on est à presque 18, de gens qui ont le SMIC. Il y a 18% de gens du secteur, du monde du travail, des 30 millions de salariés. Éric Zemmour, on arrive un peu à la fin de cette émission. Je ne peux pas ne pas vous entendre, on ne peut pas ne pas vous entendre sur l'avenir. Est-ce que d'abord sur la situation et la réalité politique du moment, issue des élections de juillet, où votre parti est arrivé à un peu plus de 0,6% des voix, vous pensez que cette situation peut tenir encore 2 ans et demi, ou vous pariez, comme une certaine Marine Le Pen, à de nouvelles législatives au mois de juin prochain? Écoutez, tout le monde parle de nouvelles législatives. Vous le souhaitez ? Juin prochain, je ne souhaite ni ne crains.
Nous verrons bien. Moi, vous savez, j'attends, je ne fais pas de pronostics, je ne n'ai pas de marc de café, donc je regarde la situation, je vous l'ai décrite tout à l'heure. Voilà, vous savez, nous sommes un parti qui est jeune, qui a vécu des aventures et des mésaventures. Vous évoquiez le chiffre de mon résultat aux législatives, de notre résultat. Le départ de Marion Maréchal également. Comment ? Le départ de Marion Maréchal également à l'issue des européennes. Vous savez, quand on vous plante un coup de couteau dans le dos au moment où vous allez faire un 100 mètres, alors évidemment, vous courez moins vite. Donc voilà, moi, ce que je vois, c'est que nous sommes un parti autonome, libre. Nous sommes, pour reprendre une expression que j'ai trouvée très jolie de Nicolas Sarkozy, sur le porte-bagages de personne. Nous avons nos propres vélos, nous avons nos propres valeurs, nous avons nos propres lignes. Qui pensait déjà encore à 2027 ? Sarah Knafo le dit, si on n'est pas mort maintenant, c'est que cela n'arrivera jamais et que l'on peut se relever. Elle parle d'or. Vous savez, nous sommes un parti qui a ses propres actions. Je vais vous donner 2 exemples très vite. En Corse, quand SOS Méditerranée a voulu mettre une antenne qui aurait pu préparer l'arrivée de migrants, comme à Lampedusa et comme aux Canaries, qui a sonné l'alarme ? La Fédération locale de reconquête. Il y a aussi Parents Vigilants, qui est un organisme qui est contacté par de plus en plus de parents qui en ont marre de l'endoctrinement à l'école et qui alerte également sur cet endoctrinement. Mais ça ne se traduit pas dans les urnes. Nous sommes utiles. Attendez, nous sommes utiles au pays. C'est ça qui compte pour moi. Vous souhaitez encore l'union des droites ? Mais écoutez-moi, l'union des droites, c'est moi qui l'ai propagé dans les esprits depuis 25 ans. J'ai dit qu'il ne devait plus y avoir d'ostracisme vis-à-vis du Front National à l'époque et du Rassemblement National. Mais l'union des droites, ça ne veut pas dire la soumission à Marine Le Pen. Ça, c'est Vous voyez la nuance. Il y a des gens qui parlent d'union des droites et qui, en fait, sont soumis à Marine Le Pen et au Rassemblement National. Moi, quand on vote pour moi et quand on vote pour mon parti, on vote pour ma ligne. On ne vote pas pour la ligne de Marine Le Pen. Je suis le seul dans ce cas-là. Et ça fait une énorme différence. On ne vous verra pas donc ensemble faire campagne. En tout cas, pas prochainement. Enfin, non. Quand on écoute M. Zemmour parler d'économie, c'est aux antipodes de Marine Le Pen. Ah oui, je ne suis pas socialiste. Ça ne vous a pas échappé. Jordan Bardella sera un livre le 9 novembre prochain. Vous le lirez ? Oh, je verrai, je ne sais pas. Vous savez... Ce que je cherche. Moi, voilà je lis son beaucoup, prochain ouvrage. J'aime la grande littérature. Je lis beaucoup d'écrivains. J'ai lu récemment 2 recueils de nouvelles de Paul Morand. Mais donc... Jordan Bardella ne fait pas partie de cela. Merci. Je ne crois pas. Merci infiniment, Éric Zemmour, d'avoir été sur notre plateau dans l'événement du dimanche.